Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Festival de géopolitique de Grenoble et à cette conférence. Alors, au festival, depuis son démarrage hier, on a beaucoup parlé forcément de la question de l'Europe avec un point de vue de relations internationales, de sciences politiques, parfois d'économie. Mais pour la conférence d'aujourd'hui, on va s'intéresser à cette question de l'Europe vis-à-vis de son attractivité et notamment vis-à-vis de son attractivité pour les entreprises et grâce aux entreprises. Donc je reçois sur cette conférence deux personnes qui sont donc Patrick Lermusio, qui donc a travaillé pour le groupe Solvay et qui, donc Solvay qui est un des grands groupes leaders de la chimie mondiale et qui a piloté plusieurs business units dans le cadre du groupe Solvay depuis une vingtaine d'années et qui a dirigé de nombreux projets à l'international. Et il va donc nous faire part de son expérience, notamment dans un pays européen particulier, qui est le cas de la Pologne, puisque M. Lermusio a travaillé également avec M. Reynaud, qui nous fait l'amabilité de sa présence aujourd'hui ici, et qui est associate partner chez EY. Donc nous avons en fait vous allez avoir dans cette conférence le fruit d'une collaboration entre un client et bien sa société de conseil et d'accompagnement. Donc Fabrice Reynaud pilote notamment l'activité sur la zone Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique, et accompagne depuis 20 ans de très très nombreuses entreprises dans le cadre de EY. Donc sans plus tarder, eh bien, je vais leur laisser la parole pour cette présentation donc, sur l'attractivité de l'Europe et ce cas concret d'implantation. Merci beaucoup. Merci Nathalie, bonjour à tous. Donc avec Patrick, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'attractivité de l'Europe au sens large, mais d'une implantation industrielle en particulier et comment les entreprises font le choix de l'Europe, font le choix de certains pays en Europe. Donc à deux voix, avec Patrick, nous allons descendre une dizaine de transparents qui montreront d'abord des chiffres pour planter le décor et ensuite on rentrera petit à petit sur le cas concret d'une implantation. Patrick, quelques mots d'introduction ? Oui, donc je suis Patrick Lermusio. Effectivement, je viens juste de quitter le groupe Solvay. J'avais été précédemment chez Ron Poulenc, chez Rhodia, des choses qui sont connues dans l'environnement de Grenoble. Et puis, j'ai eu la chance, effectivement, tout au long de ma carrière, de faire pas mal de projets à l'étranger, pas seulement en Europe, et de travailler avec tout un tas de cultures différentes. Et on verra que cet aspect culturel est également très important, même quand on fait de l'industriel. C'est assez souvent le facteur numéro un, et on aura l'opportunité d'en discuter cet après-midi. Alors, on vous propose le déroulé suivant, de regarder donc l'attractivité de l'Europe au sens large. Et nous allons planter le décor avec quelques chiffres clés. Ensuite, l'attractivité industrielle de l'Europe. Et puis, on entrera sur le cas concret d'une implantation Solvay. Tous ces chiffres que nous allons vous présenter viennent du baromètre de l'attractivité de l'Europe de EY, que notre équipe développe depuis 20 ans maintenant. Donc c'est en ligne, vous les retrouvez année après année. Et qui, à la base, était là pour aider nos clients à choisir les bonnes localisations. Donc, où est-ce que je mets ma nouvelle usine ? Où est-ce que je mets mon siège ? Où est-ce que je mets mon centre de services partagés ? Où est-ce que je mets mon centre de R&D ? Et dans cette grande Europe de 43 pays, donc qui va au-delà de l'Union européenne, comment je fais le choix de la bonne localisation ? Où est-ce que je trouve les bons talents, la bonne accessibilité, la bonne supply chain, etc. Et donc, depuis 20 ans, année après année, donc nous publions ces baromètres de l'attractivité de l'Europe pour justement voir de manière très concrète, très factuelle, au-delà de la presse, au-delà de l'image, voilà. Est-ce que les entreprises, est-ce que les investisseurs achètent le site Europe ou non ? Alors,
La première très bonne nouvelle, c'est que les dernières statistiques reçues donc, sur le nombre d'investissements directs étrangers accueillis en Europe ont battu un record. On est à plus de 6700 projets accueillis en 2017. Les chiffres 2018 vont sortir là au mois de juin. Il y a toujours un petit peu de temps de consolidation. Et donc on voit une très belle dynamique depuis les moments de crise. Au moment de la crise, on était à peu près à 4500 projets. Il y a eu une baisse. Et aujourd'hui, voilà, on a largement rattrapé le niveau de la crise. Et l'an dernier, donc 6700 projets ont été accueillis en Europe. Alors, c'est des projets qui viennent des États-Unis vers le Portugal, d'Asie vers le Royaume-Uni, mais aussi d'Allemagne vers la France. Voilà. Ce qui n'est pas compris, c'est les investissements de France à France ou d'Allemagne en Allemagne. Mais dès qu'on est sur des investissements directs étrangers, c'est-à-dire dès qu'on passe la frontière, ces investissements sont comptés. C'est des investissements physiques qui correspondent à des emplois. Donc sont exclus les investissements de M&A ou les investissements en immobilier. Sur l'immobilier, pour les plus Auvergne-Rhône-Alpins d'entre vous, on vient de publier aujourd'hui donc, au MIPIM, le salon de l'immobilier à Cannes, le Why Invest in Lyon, qui présente ce qu'on va raconter aujourd'hui au niveau européen, mais sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ces 6700 projets représentent plus de 350 000 emplois. Donc en termes d'emploi, l'investissement étranger en Europe est tout à fait significatif. Côté Solvay, comment l'Europe est perçue? Alors, c'est pas que Solvay, c'est une tendance générale. On voit très clairement que la direction, on va dire essentiellement Asie, voire Amérique du Sud ou Afrique, qui était très forte jusqu'au début des années 2010, pour au moins 3 raisons. Voilà, on a un rebasculement vers l'Europe. Dans le désordre, et ces 3 raisons macro, les coûts. Les coûts en Chine ne sont plus aujourd'hui ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Et l'écart est substantiel. Si vous avez l'occasion d'aller à Shanghai ou dans des villes comme ça, vous verrez que le niveau de vie, c'est le même qu'en Europe. Et forcément, les salaires sont les mêmes qu'en Europe aujourd'hui. Deuxième raison, c'est l'Europe de l'Est a pris un poids de plus en plus important et s'est structuré pour attirer ces investissements. Un groupe comme Solvay qui était déjà très implanté en Europe, moi j'ai pas arrêté de faire des projets en Corée, en Chine, au Brésil, au Venezuela, voire aux États-Unis. Je suis revenu récemment faire un projet et c'était quasiment mon premier projet d'implantation en Europe avec la Pologne. Voilà. Et puis il y a l'aspect techno. On est dans une phase de développement technologique très forte. Grenoble est un bel exemple. Moi, j'accompagne aujourd'hui des startups. Je suis impressionné de voir le niveau et l'activité de Grenoble sur un truc comme ça. Ça se voit aussi à plus grosse échelle. Et aujourd'hui, comme tous les groupes, on préfère investir notre première unité d'innovation techno dans des zones que l'on connaît, que l'on maîtrise, où on a nos équipes, plutôt que de monter, en tout cas la première, à l'étranger. Donc tout ça a fait que, mis bout à bout, on voit depuis 5-6 ans beaucoup de projets revenir en Europe. Voilà, donc 6700 projets, un record, 350 000 emplois. Voilà, les entreprises votent l'Europe, la grande Europe qui va sur les 43 pays. Alors ensuite, qui au sein de la grande Europe accueille le plus de projets? Alors depuis toujours, j'allais dire, depuis que nous faisons ce baromètre depuis 20 ans, voilà, le Royaume-Uni reste le leader et accueille le plus d'investissements directs étrangers.
C'est aussi lié à ce que le premier investisseur en Europe sont les États-Unis. Ils représentaient plus du tiers du marché de l'investissement il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est descendu à une vingtaine de pourcents. Mais voilà, le lien qu'ont les États-Unis qui investissent en Europe via le Royaume-Uni reste fort et explique en partie pourquoi le Royaume-Uni, année après année, est en tête du podium. L'Allemagne, avec 1124 projets, donc plus 6% par rapport à l'année précédente. Et puis la France, en troisième position, avec un vrai bond de plus de 30% l'an dernier, qui dépasse pour la première fois les 1000 projets, et donc qui talonne l'Allemagne et qui talonne le Royaume-Uni de manière plus concrète. On voit que les pays suivants sont à 2 fois moins, sur la Russie, sur l'Espagne, sur la Pologne, et avec des tendances plutôt négatives. Donc quand on prend les 3 pays de l'Ouest les plus forts sur le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, c'est à peu près la moitié du gâteau, la moitié du nombre de projets accueillis dans la grande Europe des 43 qui viennent sur ces 3 économies. Une remarque par rapport à ça. Je pense que là, on voit les chiffres, effectivement, entre guillemets, des non-européens qui viennent investir en Europe et puis des Européens qui investissent en Europe, mais dans des pays différents. Je pense que les 3 pays du haut, Angleterre, Allemagne et France, c'est probablement plutôt les non-européens qui viennent investir là. Tous les investissements, on n'aime pas le risque, on n'aime pas l'incertitude. Donc les gens vont plutôt choisir des économies connues et donc vont plutôt intervenir sur ces grands pays. Et on voit bien l'image de la France qui change à l'étranger, et je ne fais absolument pas de politique, mais tous mes collègues industriels, l'image de la France a changé depuis les élections de 2017. C'est très clair. Ça reste du feeling, ça reste de l'image, mais en tout cas, dans les décisions d'investissement, ce feeling et cette image sont importantes. Par contre, je pense que les Européens, et on le reverra un peu plus tout à l'heure, les Européens qui investissent en Europe, eux, vont plutôt aller vers l'Est. Très clairement, il y a un déplacement, et on verra, c'est de plus en plus vers l'Est. Moi, je suis allé en Pologne il y a 6-7 ans. On va voir que la Pologne, on le voit là, même cet arc-là est en train de baisser, et c'est plutôt l'arc encore un peu plus à l'est. C'est pas la ruée à l'ouest, c'est la ruée vers l'est. C'est plutôt maintenant la Lituanie, l'Ukraine, etc., qui sont en train de partir. Donc deux images qui pourraient être différentes. Alors, troisième question qui est dans tous les esprits, c'est le Brexit. Et bien sûr, on a sondé les décideurs internationaux sur le Brexit pour savoir si ça impactait ou non leur décision d'investissement. Donc ça, c'est une question qui a été posée déjà il y a quelques mois. Malgré tout, oui, ça impacte fortement. Ça impacte fortement d'autant plus si ce sont des investissements liés à la logistique et à la supply chain, à des sites industriels avec des droits de douane qui peuvent être importants, mais également sur des centres de décision ou des centres de R&D où il y a des questions de réglementation qui peuvent être très forts, par exemple dans la pharma. Sur les centres de décision, aujourd'hui, certains clients nous demandent des plans B en demandant, si j'ai besoin de bouger mon siège pan-européen que j'ai basé à Londres, où est-ce que je vais? Pour le moment, il n'est pas forcément activé. Ils le feront peut-être même sans faire de bruit, puisque souvent ils ont différents bureaux en Europe. Le siège est à Londres, mais il y a un bureau à Amsterdam, un bureau à Paris, un bureau à Francfort. Et au bout d'un moment, certaines équipes peuvent basculer d'un pays à l'autre sans même qu'officiellement le siège soit bougé. Et petit à petit, le basculement va se faire, finalement sans faire de bruit. Et donc ça, cette importance du centre de décision est cruciale.
On le voit pour des entreprises, par exemple, on prenait l'exemple de la pharmacie tout à l'heure, des Japonais qui ont leur centre, qui ont choisi Londres comme capitale européenne pour gérer l'ensemble de leurs activités pharma dans l'Union européenne, aujourd'hui se posent des questions et mettent en compétition les différentes grandes villes européennes. Et année après année, nous regardons l'attractivité des villes, des grandes métropoles. Et c'est la première année l'an dernier que Paris est passé devant Londres en termes de ville la plus attractive pour les investisseurs étrangers. D'habitude, Londres était toujours loin devant, à 10-15 points devant. Et l'an dernier, voilà, il y a une vraie remise en question. Et la capitale de l'Europe, la capitale économique, politique de l'Europe, aujourd'hui n'est plus évidemment Londres, mais peut-être aussi Paris. Alors côté Solvay, comment ça s'est passé? Ces histoires de sièges, c'est toujours entre guillemets amusant. C'est vrai que là, j'aime pas ce mot, mais le nationalisme reprend quand même assez fort le dessus. Solvay, entreprise belge, a racheté Rhodia, entreprise française, issue de Rhône-Poulenc, il y a 7-8 ans. On va dire Solvay avait son siège à Bruxelles. Rhodia se partageait, entre guillemets, le siège officiel était à Paris et Lyon était, on va dire, une antenne. Malgré le fait que, on va dire, on a essayé d'intégrer tout ça, Solvay vient annoncer l'année dernière que Paris allait disparaître. Donc on garde Lyon en numéro 2, mais Paris va disparaître et c'est Bruxelles, bien sûr, qui va rester. Et c'est sur Bruxelles qu'aujourd'hui se font de gros investissements au niveau du siège. Donc ça reste un peu anecdotique, mais ça montre quand même, et on le verra avec le Brexit, le choix du siège, il reste une clé importante. Et dans l'organisation, dans la gouvernance, dans l'image de marque des sociétés, ça reste un point de décision important. Et je ne critique pas la décision dans un sens ou dans l'autre. Ça reste un élément de stratégie qui est important. Et c'est d'autant plus important que d'autres investissements sont souvent colocalisés avec le siège. Ça peut être des activités back-office, ça peut être des activités de R&D, ça peut être certains projets pilotes qui se font plutôt près du cœur. Voilà. Et donc d'avoir le siège dans telle ou telle ville influence malgré tout le développement des entreprises. Alors quand on regarde maintenant sur cette grande Europe des 43 pays, quelles sont les tendances? On voit qu'à l'ouest, finalement, la France mais le Portugal, qui fait un très beau rebond, s'en tire bien. Une Europe, j'allais dire, centrale, y compris avec l'Allemagne, qui est assez neutre, voire en retrait, alors que pendant 20 ans, il y avait eu un vrai rattrapage, effectivement, sur les plus grosses économies, type Pologne, type République tchèque, Hongrie, voilà. Et puis aujourd'hui, la nouvelle frontière, comme le disait Patrick tout à l'heure, elle est encore un peu plus loin, soit vers les Balkans, et notamment la Serbie, qui fait de très bons scores aujourd'hui et profite de son adhésion prochaine à l'Union européenne, tout en restant pour le moment hors Union européenne, mais également l'Ukraine, avec ses 40 millions d'habitants, la Russie, voilà. Même la Turquie, qui est divisée entre la Turquie de l'Est et l'Ouest, et qui a une frontière avec la Syrie, qui au niveau géopolitique est un nœud assez, un enjeu et assez difficile. Même la Turquie s'en sort très bien en termes d'attraction
et d'attractivité des investissements directs étrangers. Ça fait écho à 3 changements. C'est ce qu'on appelle la course au talent. Ça veut dire que on rentre dans un marché qui n'est plus, où c'est plus l'employeur qui est dominant, mais c'est l'employé. Le marché de l'emploi est plutôt côté des salariés maintenant. Et dans certains pays, à cause de la démographie, en Europe de l'Est, en Allemagne, où on a 2, 3, 4% de chômage, on se pose la question avec les investisseurs, avec les clients dont Solvay, est-ce que je vais trouver les 100, 200, 500, 1000 salariés qui vont être dans mon usine, qui vont être dans mon centre de services partagés, qui vont être dans mon centre de R&D. Est-ce que je trouve les talents? À quel prix? Est-ce qu'ils restent? Voilà. Deuxième point, qui est corollaire au premier, c'est l'inflation salariale. Pourquoi le Portugal marche bien? C'est quand on fait des prévisions à 4-5 ans, le taux d'inflation est quasiment, en tout cas salarial est quasiment flat, est quasiment étal. Alors que sur certains pays, notamment en Europe de l'Est, en Hongrie, en Pologne, où parfois on arrive à 5, 10, 15% d'augmentation annuelle. Donc les business models sont bouleversés. Et puis après, il y a les changements politiques, mais ça, voilà, c'est le thème des 3 jours lors du festival. Patrick, sur cette nouvelle carte de l'Europe? Moi, j'aime beaucoup cette carte et j'adorerais, Fabrice, la voir en dynamique. Ce serait très intéressant de voir ça sur les 10, 15, 20 dernières années, voir comment ça a bougé. Et je pense que, c'est mon pari, le vert a certainement été à gauche, à l'ouest, et puis c'est progressivement déplacé. Et moi, ce qui me frappe, c'est la vitesse. Il y a 7-8 ans, quand on a fait le projet Pologne, les pays qu'on regardait, effectivement, c'était Pologne, Hongrie, Bulgarie, etc. Ils sont tous quasiment en rouge aujourd'hui. Alors, soit tu m'as emmené là où il ne fallait pas, bon. Soit, effectivement, ce qu'on a regardé par la Pologne, c'était bien sûr l'accès à du coût, etc. Mais la position marché, ça reste quand même un premier élément de choix d'une localisation pour un investissement, c'est est-ce que j'ai un marché. Et donc on voulait adresser non seulement le marché d'Europe de l'Est, mais la Russie. Et aller en Russie, ça reste pour un certain nombre de raisons encore compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre guillemets, on se rapproche de plus en plus. Et pour connaître un peu Lettonie, Lituanie, etc., moi je suis frappé, et c'était comme ça en Pologne il y a 10 ans, par la volonté de ces pays de sortir de l'image négative qu'ils avaient avec la domination russe ou soviétique, disons, à l'époque. Et ils ont une vraie volonté, force, et vraiment, c'est impressionnant quand on discute avec eux. Nous ne sommes pas Européens de l'Ouest, mais nous ne sommes pas non plus Russes. Et nous vous le démontrons. Et il y a une ouverture et une façon de faire. Ça me rappelle la Corée du Sud il y a 10-20 ans, quand nous ne sommes pas japonais, mais nous pouvons faire mieux. Et nous faisons mieux. Et c'est pour ça que je serais intéressé de le voir de façon dynamique, parce que je pense qu'il y a cette évolution complète vers l'Est. La France tire bien son épingle du jeu en ce moment. Un mot sur la Pologne, sur le Portugal, parce que c'est aussi ce que Solvay a fait d'ailleurs. Je pense que c'est beaucoup de l'industrie de services, des centres télécoms, des centres transactionnels qui s'installent là. Ouais. Alors effectivement, la distinction se fait souvent sur le type d'activité. Et en fonction du type d'activité, si on est sur du tertiaire, sur l'industriel, sur la logistique, sur la R&D, voilà, les manières de lire et les manières de choisir les pays sont complètement différentes. Alors, on a prévu aujourd'hui de faire un zoom plutôt sur l'attractivité industrielle et battre en brèche certains préjugés qu'on peut avoir sur l'Europe en termes d'attractivité industrielle.
On a fait le match Est-Ouest sur les investissements donc à caractère industriel depuis 5 ans. Donc, premier constat, c'est que voilà, la tendance est déjà à la hausse. Qu'on passe à plus de 1000 projets à l'Ouest par an, que les deux courbes ne se sont pas inversées. Ça comprend à la fois des nouveaux projets, des greenfields, et à la fois des projets d'extension. À l'Ouest, comme souvent les groupes sont déjà bien implantés, c'est souvent des extensions, et on a plus de nouveaux projets à l'Est, et ça se voit dans le nombre d'emplois souvent qui sont générés d'un côté ou de l'autre. Mais la tendance est plutôt très bonne, et la tendance jusqu'à 2017, et puis les premiers chiffres qu'on a en 2018, voire 2019 auprès de nos clients, voilà, est aussi assez bien orienté. Quand on rapporte ça à la population, c'est normal que, je veux dire, aujourd'hui, l'Est et l'Ouest soient à peu près équilibrés, avec l'Est qui va au-delà des 100 millions de la Pologne, Hongrie, Roumanie, Bulgarie. Mais quand on y ajoute 80 millions de Turcs, quand on y ajoute 40 millions d'Ukrainiens, quand on y ajoute plus de 100 millions de Russes, voilà, c'est normal que sur les presque 700 millions de la Grande Europe, il y en a la moitié qui soient à l'Ouest et la moitié qui sont à l'Est. Donc, la réponse de est-ce qu'on investit encore en Europe sur l'industrie, c'est oui, avec un portefeuille très diversifié, un portefeuille d'accueil, de pays d'accueil très diversifié, certains qui sont plus low cost, certains qui sont très industrie 4.0 et à très forte valeur ajoutée, mais c'est cette variété de l'Europe à 43 qui fait aujourd'hui son succès. Oui, je crois que, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, l'Est était à rattraper entre guillemets son retard, hein. Et effectivement, je retrouve bien cette spécificité par pays. Et là aussi, il y a pas mal de choses. Et puis la dynamique européenne globale, hein, qui intervient. Alors pas forcément liée à l'Europe. Hein, tout à l'heure, je parlais de techno. C'est pas une spécificité européenne, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'investissements de ce type-là. Je parle pas encore des startups parce qu'on n'est pas encore vraiment à ce point-là, mais ça viendra aussi. Il y a ce dynamisme en Europe en ce moment, et ce regard des étrangers qui changent. Je parlais par rapport à la France. Je pense que globalement, on pourrait dire aussi la même chose sur l'Europe. Alors, qui attire ces investissements directs étrangers industriels ? Si on avait fait voter la salle, est-ce que vous auriez tous voté la France en premier ? On le fait parfois, hein, et voilà. Et parmi nos clients, souvent pourtant des clients éclairés, voilà, c'est rare que tout le monde vote comme un seul homme sur la France comme premier pays d'accueil des projets d'investissement direct étranger sur l'industrie, avec un très beau score l'an dernier, puisque plus 52%, plus de 300 projets, qui laisse le Royaume-Uni derrière à 200 projets, également en forte croissance, hein, Brexit, malgré le Brexit. La Turquie, malgré ses questions géopolitiques, s'en sort très bien et double son nombre de projets. La Russie, idem, malgré les enjeux géopolitiques, parfois des conflits avec ses voisins, voilà, continue de très bien tirer son épingle du jeu. Et puis l'Allemagne, qu'on pense tous très, très industrielle, certes est dans le top 5, top 6, mais attire 2 fois moins de projets que la France. Ouais, si je regarde le plus, je suis frappé par le plus 52% effectivement en France. Pour moi, il s'explique. Alors, il y a l'effet politique, hein, ça c'est
Ça, c'est très clair. Si aller à l'étranger, discuter avec les étrangers, quels qu'ils soient, qu'ils soient américains ou asiatiques, vous verrez qu'effectivement, cette perception de la France a complètement changé. Et effectivement, l'année dernière, si j'enlève ce plus 52%, on était à 200, un peu comme les autres. La France bénéficie également d'un autre avantage qu'on voit notamment pour des investissements asiatiques. Si vous regardez une carte de l'Europe, c'est facile d'arriver en France, c'est facile d'en repartir. La France est vraiment une zone d'accès à l'Europe, notamment par la mer, qui est très facile. Et aujourd'hui, le transport maritime est quand même un vecteur industriel très très important. Un de mes concurrents privilégiés, etc., chinois, vient de décider de s'installer en Europe. J'étais persuadé qu'il allait aller plutôt en Allemagne ou en Hollande. Non, il a choisi Fos-sur-Mer. Ce qui pour moi est une bonne nouvelle, parce que bon courage. Mais ça veut dire que voilà, l'accès de l'Europe par la mer est un élément important. Et notamment sur ce type de produit qui se transporte assez mal, où les coûts sont relativement importants, la question logistique est aussi une question majeure. Et pour les Asiatiques, rentrer en Europe, la France est une porte d'entrée géographiquement bien foutue, avec tout un tas de kilomètres de côte. C'est dommage qu'on n'ait pas un ou deux ports super compétitifs. Mais bon, c'est autre chose. Alors, quand on regarde où s'implantent les industriels en France, d'abord dans les régions frontalières, le Grand Est, Cocorico pour la région Auvergne-Rhône-Alpes où on est aujourd'hui, donc en deuxième position, et puis les Hauts-de-France en troisième position. C'est plus facile aujourd'hui avec des grandes régions de faire ces statistiques. Ça montre qu'effectivement l'industrie ne s'implante pas dans les plus grandes villes. L'Île-de-France est plutôt en retrait. Et donc les implantations industrielles jouent pleinement leur rôle d'aménagement du territoire. Et on a mis à droite de l'écran la taille des communes où s'implantent les projets industriels. Et on est plutôt justement en zone détendue, en zone parfois même petite ville ou rurale. Ce qui veut dire qu'en termes d'aménagement du territoire, de prévoir des zones, des parcs d'activités, les parcs d'activités du futur, aujourd'hui, qui seront prêts dans 5 ans, dans 10 ans, d'avoir des vrais schémas directeurs sur l'accueil des entreprises, à un moment ou à un autre, paye. La Champagne-Ardenne, dans le Grand Est, a toute une série de parcs de référence qui vont jusqu'à 1000 hectares chacun. Et à un moment ou à un autre, ces actifs fonciers et immobiliers sont décisifs pour accueillir des grandes implantations. Ouais, là, ce graphe, il est très représentatif. Et la zone Est, Grand Est, c'est l'accès à l'Allemagne, c'est le carrefour européen de base. Okay. Strasbourg, c'est la ville d'accès européenne. Et pour les étrangers, mais on verra aussi pour les Français, c'est hyper important. C'est l'Allemagne, c'est la Suisse aussi. La Suisse a un certain nombre d'industries, je pense à la santé, qui sont très attrayants. Et donc pour beaucoup de gens, cette zone-là, est la porte d'entrée, la façon. J'arrive en France et je distribue à partir de la France. Et le meilleur moyen, c'est d'aller dans la zone Grand Est. La deuxième chose, qui pour moi est très très marquante, c'est effectivement le dynamisme de la zone. L'Est, c'était le truc sinistré,
La sortie du charbon, de la métallurgie, etc. C'est une zone qui en a pris plein la gueule pendant des années, mais qui s'est remobilisée avec une force impressionnante. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer d'accueillir un investissement qui n'était pas un investissement Solvay sur l'une de mes usines à côté de Mulhouse. J'ai été très surpris par la mobilisation de tous les services locaux pour les permis, pour les subventions, etc., etc. Je me suis retrouvé lors de cette réunion, j'avais une trentaine de personnes et en plus coordonnées, ce qui est souvent le gros problème sur les autres zones. Ces gens ont un appétit d'accueillir de nouveaux investissements qui est vraiment impressionnant. Et cette boîte a fini par aller à Carlin, donc juste à côté, parce que Total a besoin de renouveler son site, etc. Donc il y a des conditions d'accueil qui sont exceptionnelles. Et l'Est, en ce moment, effectivement, est en train de vraiment bien performer sur ce truc-là. Alors, avant d'ouvrir le débat, on a mis juste deux pages d'enseignements clés, avec d'abord une série de risques. Lorsque les entreprises font la décision d'investir à l'étranger, et quand nous les accompagnons sur leur projet de localisation, habituellement, on fait attention à ces 5 grands risques. Et ensuite, Patrick les commentera également d'un point de vue entreprise. Le coût, on peut y penser. On regarde souvent le coût d'aujourd'hui, assez peu le coût de demain, alors qu'il y a de l'inflation salariale, il peut y avoir des droits de douane qui mutent, et donc d'arriver à faire les business plans à 5 ans, voire plus, puisqu'une implantation industrielle, ça dure 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça dure une génération. C'est assez important d'avoir les coûts d'aujourd'hui et les coûts de demain en tête. Les talents, on a commencé à en parler. Il y a quelques années, on regardait si on trouvait la qualité, la productivité, l'éthique dans les talents, dans les équipes à recruter. Aujourd'hui, on regarde d'abord, est-ce qu'on les trouve? Est-ce qu'il y a la disponibilité? Est-ce qu'il n'y a pas trop de turnover qui renchérit le coût? Est-ce qu'il faut reformer les personnes en permanence? Voilà. Et donc, une partie de la pause ou du plateau que fait l'Europe de l'Est aujourd'hui est notamment due à la démographie. Parce que démographie naturelle moins importante. 2, il y a eu aussi un peu d'émigration. Et ça se solutionne aujourd'hui en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, quasiment en siphonnant les talents d'Ukraine. C'est des pays qui, dans la presse, sont très réservés pour une immigration qui viendrait de Syrie ou du Sud, mais qui, dans la réalité, ont largement facilité les talents d'Ukraine à venir sur l'Europe de l'Est. Donc, à défaut d'avoir réussi à récupérer l'Ukraine dans l'Union européenne, ou se rapprocher de l'Union européenne, aujourd'hui, voilà, les talents de l'Ukraine sont siphonnés par les pays de l'Est de l'Union européenne. Le troisième point, c'est les infrastructures. On peut dire que c'est évident. Pourtant, c'est ça qui fait la différence sur le long terme. On le voit en région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, avec un synchrotron, avec un Minatec, avec des investissements lourds sur la région, sur la métropole de Lyon, que ce soit un aéroport, même un stade. Voilà. Tout ça, c'est dans le paysage, c'est dans le paysage pour longtemps. Et c'est très important très visible et très important pour les entreprises. Ensuite, les entreprises font la différence entre des villes capitales, de tier 1, et des villes secondaires, voire de troisième niveau, et notamment sur tout l'accès aux services qu'elles peuvent avoir. Est-ce qu'il y a une ambassade? Est-ce qu'il y a un hôpital? Quel est l'aéroport? Et ça, c'est
plutôt des villes capitales, voire des villes-mondes, comme je disais tout à l'heure, en comparant Paris et Londres. Et puis, il y a des villes qui ont moins de 100 000 habitants, qui doivent compenser ces moindres services par d'autres éléments, y compris sur les infrastructures. Il y a les contraintes naturelles, Patrick en reparlera, mais c'est très important quand sur des projets en Thaïlande avec des dégâts des eaux importants, au Chili sur des tremblements de terre, finalement l'activité est arrêtée. On n'arrive pas à maintenir la continuité de service. On a un vrai problème. Alors c'est une usine, c'est un centre de services partagé. Vous avez un centre de services partagé qui fait la comptabilité au Chili, et il y a un tremblement de terre, et ben vous clôturez pas les comptes à la fin du mois. Donc voilà, pour une entreprise qui est cotée, vous voyez un petit peu l'impact que ça peut avoir. Et puis on parle souvent de l'entrée, mais il faut aussi parler de la sortie, puisque dans la presse, vous avez une ligne sur les nouvelles arrivées, mais souvent on en a 10 lignes sur Ford qui part de Bordeaux. Donc de bien regarder le coût de sortie, la vitesse de sortie, l'impact image, c'est important. Et voilà, nos clients qui s'implantent nous le demandent dès le départ en disant voilà, si par hasard mes plans changent dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que je vais avoir la capacité de sortir assez facilement? Oui, je rajouterai 2 points. Alors, je ne mets pas ça sous le terme contrainte naturelle, mais un peu. Il y a des contraintes, entre guillemets, de transparence dans certains pays. J'ai envie de dire plutôt dans tous les pays. Elles sont différentes, de différents niveaux. C'est un point d'attention important. L'analyse des risques d'un projet, il est à la limite plus important que la construction du projet. La construction du projet, souvent, on sait faire. Moi, je ne me suis jamais planté sur la construction d'un projet. Par contre, analyser les risques locaux, les risques de transparence, on parlait de la Pologne tout à l'heure, j'ai appris sur le tas qu'en Pologne, il y a ce qu'ils appellent des fake NGO. Okay, des organismes, des ONG, des fausses ONG qui malheureusement ont un pouvoir en Pologne. En France, on ne peut pas bloquer un permis avec une ONG. En Pologne, si. En Pologne, il suffit de se prétendre ONG et on peut bloquer un permis. Quand votre usine elle reste bloquée 1 an à cause d'une fake NGO, parce que derrière la fake NGO, en fait, il y a votre concurrent ou quelqu'un qui ne veut vous pas que du bien, etc., ça fait mal pour le coût du projet. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est bien comprendre ces éléments-là qui existent. Forcément, les gens ne vont pas vous en parler quand vous irez les voir. Okay, mais anticiper ça, travailler en amont et se former à ça, c'est important. Le deuxième aspect, c'est la culture. Beaucoup de gens n'aiment pas, par exemple, la Corée du Sud. C'est difficile, c'est compliqué, etc., etc. J'adore la Corée du Sud. Ça fait 30 ans que je bosse avec la Corée du Sud. Je pense que ce sont pour moi les plus meilleurs industriels du monde. Et avec des Français en plus, ça marche bien. On a une culture scientifique, on a un aspect cartésien, etc., qui fit assez bien. Alors c'est sûr, ce n'est pas les mecs les plus fun de la Terre, mais quand on construit quelque chose là-bas, ils trouvent les solutions. Et ça, ce sont des éléments, oui, sur un projet, ce que disait Fabrice est tout à fait vrai, souvent on choisit le projet pour de mauvaises raisons au départ. C'est le coût au tenté. Le coût d'investissement, le coût d'exploitation et le coût de livraison de vos clients. Le problème, c'est que tout ça, ça évolue. Et souvent, le poids de l'année 1, si vous faites un calcul de NPV ou de tir au bout de 10 ans, le poids de l'année 1 est secondaire, voire tertiaire. Quand vos coûts explosent, quand votre unité est restée plantée 1 an parce que quelqu'un vous l'a bloqué,
Quand vous perdez vos talents et que ça devient de plus en plus compliqué pour les avoir, quand votre marché ne décolle pas et qu'au lieu de mettre 2 ans ou 3 ans pour un ramp-up, vous mettez 10 ans, croyez-moi, l'impact sur le rendement du projet à la fin, il est autrement plus significatif que les 10 ou les 20 ou les 30 millions d'euros supplémentaires qu'il aurait fallu mettre au départ pour choisir le pays d'à côté ou autre chose. Donc ça, je pense que c'est pour moi ce que j'ai appris au long de mes années. Alors, c'est clair que j'ai toujours eu du mal à l'expliquer à mon chef. Mais en tout cas, ne pas regarder uniquement le coût année 1, mais essayer de se projeter et de voir comment ça va évoluer. Et ça, nous avons racheté une entreprise au Venezuela il y a une grosse dizaine d'années qui a été notre poule aux œufs d'or pendant très longtemps. Aujourd'hui, vous connaissez la situation du Venezuela, c'est une catastrophe, et on ne peut pas arrêter cette usine. Alors est-ce qu'on aurait été capable d'imaginer il y a 10 ou 15 ans l'évolution politique, etc., de ce pays et le niveau de pauvreté où se trouve ce pays aujourd'hui? Oui, il y avait quelques éléments. Peut-être que... mais les équipes MNE n'ont pas souvent ce type de regard. Et je trouve que c'est un manque. Et on a des compétiteurs, par rapport aux Français, on a des compétiteurs qui prennent cet aspect-là beaucoup plus en compte. Et je pense qu'ils ont raison. Donc c'est certainement le but du festival géopolitique depuis de nombreuses années. Voilà, c'est d'intégrer ce facteur géopolitique. Et c'est parti risque dès le départ. Dernière planche avant d'ouvrir le débat à la salle. Voilà, nous, les 5 recommandations que nous faisons à nos clients côté ILAS. ILAS, c'est l'équipe International Location Advisory Service, voilà, que je pilote au niveau IMIA. Et donc, on implante les entreprises les unes après les autres. C'est comme le disait Patrick, c'est d'avoir une vision long terme. Et quel est mon marché d'aujourd'hui, mon marché de demain? Est-ce qu'il va décoller vite ou pas vite? Est-ce que je serai proche de mon marché de demain? C'est important. Et plus on est sur un investissement industriel, plus on est là sur une génération. Donc il faut arriver à se projeter à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. 2, les coûts d'aujourd'hui, les coûts de demain, les coûts cachés. On n'aurait pas pensé que les barrières douanières pouvaient monter brutalement. On voit que depuis un an ou 2, parfois c'est le cas. Que les taux de change convergent, et pourtant non. En Égypte, la monnaie a dévalué de moitié. Qu'il n'y avait plus d'inflation. On parle du Venezuela, boum, c'est reparti. Voilà, donc tous ces coûts cachés sont importants. Sur la supply chain également. Aujourd'hui, lorsque vous montez une usine, les coûts salariaux sont souvent à 15-20% du projet maximum. Et parfois, les coûts de supply chain ou les coûts d'énergie pour nourrir cette usine sont bien supérieurs aux coûts salariaux. Le 3e point, et c'est ça qui donne un levier, c'est de garder plusieurs options et plusieurs fers au feu, plusieurs options le plus longtemps possible. Ça vous permet de négocier un moment votre terrain, vos permis, vos aides. Et tant que votre interlocuteur en face sait que vous n'êtes pas pieds et poings liés avec son projet, voilà, il trouvera une solution. Une fois qu'il vous a fait tout signer, que vous avez acheté le terrain et que vous ne pouvez plus retourner, là, il peut commencer la vraie négociation. Et là, les coûts peuvent flamber. Le 4e point, c'est sur ce qu'on appelle les incentives, c'est les aides à l'implantation, les aides publiques à l'implantation. Là aussi, ça se négocie au départ de manière confidentielle. Et donc, d'où l'intérêt de prendre des cabinets type des tierces personnes pour faire ces négociations, type EY. Mais c'est en tout cas d'organiser la compétition et la concurrence entre les différentes localisations et de le faire dès le début pour que les autorités locales, régionales, nationales
voire parfois Union européenne, ait bien le sentiment que si les aides ne sont pas déclenchées, vous irez ailleurs. Alors ailleurs, parfois dans l'Union européenne, parfois en dehors de l'Union européenne. Voilà. Gardez vos options le plus ouvertes possible, le plus longtemps possible. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, il faut aller sur le terrain. On ne nous dira pas tout sur le terrain au début, mais on a eu tellement de projets qui parfois se décidaient depuis un bureau à Los Angeles ou depuis un bureau en Chine, sans être vraiment allé sur place, alors qu'il y a 100, 200, 500 personnes qui vont être embauchées. À un moment, voilà, on fait des erreurs. Donc, même en allant sur place, il peut y avoir des erreurs. Donc, il faut vraiment aller sur le terrain, comparer les différents produits, les différentes ressources humaines, notamment, pour vraiment décider. Et, voilà, et c'est ce que nous faisons là, dans l'équipe ILAS, c'est d'être en aide à la décision pour faire les moins mauvaises décisions en termes d'implantation. Ouais, moi, je finirai juste en disant, alors je regardais un peu pour voir la moyenne d'âge, c'est bon, excusez-moi pour les plus anciens, mais si vous avez la chance de pouvoir faire un projet à l'étranger, de chercher une localisation, etc., allez-y, faites-le. C'est une expérience qui est fantastique. Ça se fait en équipe, parce que vous n'êtes pas, même si vous êtes le maître du projet, vous avez besoin de toutes les compétences, business, financières, juridiques, etc., etc. Aller sur place, voilà, visiter des choses, etc. Vous rencontrez des gens, des cultures, c'est toujours intéressant. Et c'est une aventure passionnante. Et c'est plein de risques, c'est clair. Et c'est justement ça qui en fait la beauté. Et dans tout ce que vous ferez, notamment sur des projets comme ça, souvent l'analyse de risque préalable, elle est importante. Je ne sais pas si on vous apprend ça aujourd'hui, mais c'est un point important qui doit vous accompagner parce que on ne sait pas tout prévoir, c'est évident. Donc on n'a pas des réponses à chaque fois en face de tous les risques, mais au moins on a anticipé les questions. En face de ça, il faut rester agile, flexible. Si on a anticipé des choses, on est beaucoup plus agile et beaucoup plus flexible. Donc voilà, je vous souhaite de faire des beaux projets à l'étranger, c'est génial. Je pense qu'il y a un micro dans la salle, on va ouvrir les questions. Monsieur ? Oui, bonjour, Pierre Bontou. Vous faites des comparatifs en nombre de projets. Ça ne serait pas plus intéressant de le faire en montant d'investissement? Est-ce qu'on serait toujours deuxième au premier si on le faisait en montant d'investissement? Ce qui est intéressant pour la balance commerciale, c'est ce qui rentre dans les caisses. Alors vous avez raison. D'autres le font, les baromètres en montant d'investissement, et c'est les Nations Unies, c'est la CNUSED qui fait ça année après année. Et le baromètre qu'on publie nous depuis une vingtaine d'années complète ces informations-là, justement pour s'affranchir du M&A ou s'affranchir des investissements financiers, notamment dans l'immobilier, ou dans une même tour, l'investissement peut changer 3 ou 4 fois, mais dedans il y a les mêmes salariés, il y a les mêmes personnes. Là, le baromètre qui est fait en comptant le nombre de projets, en comptant le nombre d'emplois, c'est pour montrer cette dynamique d'implantation physique qui se fait année après année. Et c'est les indicateurs que Business France et les équivalents dans les autres pays, donc les agences de promotion de l'investissement, font pour se comparer entre eux en disant, voilà, Business France a attiré tant de projets cette année, UKTI en Angleterre, on a implanté tant, etc., etc. Donc ça se complète. Il y a besoin des deux, mais ça se complète. Madame ? Bonjour, merci pour cet exposé. Alors j'ai une question par rapport à la carte de France que vous avez produite, qui m'a beaucoup surprise, mais justement je vous remercie de la mise à jour parce que on n'a pas toujours les données à disposition, notamment concernant l'échelle des villes dans lesquelles s'implantent le plus les industries.
Moi, j'avais en tête l'idée selon laquelle on était dans une Europe et même un monde qui était en train de se métropoliser. C'est ce que j'enseigne à mes élèves. Je suis prof d'histoire-géographie, alors de formation plutôt historienne, donc peut-être que je ne suis pas très au point sur toutes ces questions. Et donc, je voulais, en plus, politiquement, bon, on sait qu'il y a eu un troisième acte de la décentralisation qui visait à renforcer les métropoles en France. Donc, je voulais savoir comment ces deux faits s'articulaient. Alors, Merci. Aujourd'hui, là, ces implantations qui sont industrielles, donc elles prennent de la place. Et effectivement, cette place, aujourd'hui, elle est plutôt en deuxième, voire troisième ou quatrième périphérie. Parfois, ça appartient encore à une métropole. Mais aujourd'hui, là, dans les calculs, je pense que si on est à l'île d'Abo, on est plutôt sur des petites villes. Voilà, même si on est mentalement dans une grande métropole ou une grande région urbaine lyonnaise. Donc il y a cet aspect-là. Donc les deuxième voire troisième couronnes sur l'industrie restent importantes. Ensuite, sur les investissements qui sont plus tertiaires voire quaternaires, là effectivement l'effet métropolisation joue à plein. Moi je mettrais un bémol. Plutôt que de parler de métropole, je parlerai d'infrastructure. J'étais hier, j'accompagne une association, etc. Et on fait des levées de fonds pour sponsoriser un gala. Donc j'ai rencontré les industriels du Beaujolais. Okay, parce que l'association se trouve dans le Beaujolais. J'ai été éberlué de voir la dynamique dans ce secteur pour attirer des investissements et notamment des gros investissements. Et ce qui leur permet de réussir, c'est l'autoroute, le Rhône, le machin, etc., etc. C'est pas exclusif. Hein. Aujourd'hui, ces régions, alors à proximité d'infrastructures, je pense que ça c'est la vraie contrainte. Mais quand elles sont à proximité d'infrastructures, elles ont besoin d'attirer du monde. Et là, ce que je disais tout à l'heure sur l'Est joue aussi. Tous les, entre guillemets, tous les acteurs publics pour favoriser l'investissement ont le même objectif. Ce qu'on ne va pas forcément retrouver à l'intérieur d'une grande métropole, à l'intérieur de Lyon ou à l'intérieur de Grenoble, etc. Donc moi, je mets un bémol sur ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un dynamisme des régions qui est impressionnant. Et si, à côté de ce dynamisme, il y a l'infrastructure, c'est jackpot. Le micro tourne. Oui, j'avais une deuxième question qui concerne les compétences des pays dans les secteurs d'activité. Est-ce que vous avez chez vous donc référencé des compétences par pays en Europe? Par exemple, si je veux faire une usine mécanique, j'irai plutôt en Tchéquie qu'en Roumanie. Est-ce que vous avez ça dans vos... Voilà. Puis ma deuxième remarque, là c'est plus général, c'est que je m'aperçois quand même qu'il y a encore beaucoup d'investissements réalisés par des entreprises françaises qui vont dans d'autres pays pour des histoires de saving, de productivité. Alors, sur les secteurs d'activité, c'est une des clés de lecture, et c'est vrai que souvent, au début, un client nous demande est-ce que j'ai de la pharma, est-ce que j'ai du digital, est-ce que j'ai le cluster mécanique dans les pays que je cible. Au final, c'est plus souvent la fonction, le type d'activité qui drive la réflexion. Et il y a un industriel, donc un projet manufacturing, a plus à partager avec un autre projet manufacturing d'un autre secteur que lorsqu'on monte une usine pharma et on parle à un centre de services partagés pharma. Donc il y aura certes ce cluster pharma, mais tous nos clients préfèrent parler avec un autre industriel et par type d'activité. Donc
manufacturing avec manufacturing, centre de services partagé avec centre de services partagé, siège avec siège. Voilà. Et on a quasiment plus une lecture par type d'activité que par secteur. On met le secteur, il y a une coloration sectorielle, mais souvent le plus important est l'angle par activité. Juste une dernière remarque sur l'aspect productivité. Je challenge un petit peu ça. Si je prends l'exemple de la Pologne, on est allé en Pologne non pas parce que c'était moins cher, et de toute façon le prix de la main-d'œuvre, etc., représente relativement peu dans ce truc-là, mais à cause du marché. Hein. Le driver numéro 1 de tous les investissements que moi j'ai connus, en tout cas, part du marché. Hein, et on était représenté partout, dans toutes les zones, sauf en Europe de l'Est, et le marché se développait en Europe de l'Est, hein, et on avait besoin d'être localement présent, parce que alors, si on n'y avait pas été, le coût logistique aurait été important. Hein, mais c'est bien le marché qui va d'abord, je pense, le premier élément qui va tirer. Quand on regarde le nombre de projets par pays, là, c'est bien le marché qui est le juge de paix. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour votre présentation et pour ces débats sur l'attractivité de l'Europe. Merci beaucoup à vous et au public également.